Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio. C'est une véritable razzia électorale qui a performé José Antonio Cast depuis le nord du pays, à la frontière péruvienne, jusqu'à l'extrême sud, jusqu'à la Patagonie. Il a tout remporté. Alors, un peu partout dans le pays, comme là où je me trouve en ce moment, donc dans la capitale à Santiago, dans le quartier présidentiel chic de Los Condes, eh bien, il y a des petits groupes de personnes qui se rejoignent, qui ont monté des petites scènes, qui agitent des drapeaux. Je sais pas si vous pouvez entendre derrière moi, mais il y a aussi des klaxons. Les résultats sont sans appel et les Chiliens sortent dans la rue en ce moment et la nuit s'annonce longue. Les Chiliens vont faire la fête ce soir. Alors on sait que ce scénario de ce retour de l'extrême droite au pouvoir était redouté notamment par de nombreux Chiliens. Qu'en est-il aussi des femmes? Est-ce qu'elles craignent aujourd'hui pour leurs droits? Y a-t-il un risque réel pour les droits humains au Chili? Alors, en ce qui concerne la cause des femmes, ce qui est sûr, c'est que José Antonio Cast est ultra-catholique et que donc la question notamment de l'avortement, du droit des femmes, même du divorce, pourrait être remise en question au Chili. C'est évidemment une grosse préoccupation pour les opposants à Cast. Et puis surtout, c'est le premier président, depuis le retour à la démocratie, à ne pas condamner et même à revendiquer l'héritage de la dictature. Pour rappel, la dictature chilienne a duré de 73 à 90. Elle a fait 3000 morts, des dizaines de milliers de torturés. Elle a poussé 200 000 personnes à l'exil. Et Cast ne cache pas qu'il compte gracier plusieurs des militaires qui ont été jugés, qui ont été condamnés, qui sont aujourd'hui en prison. Et puis, voilà, le reste de son agenda en termes de liberté individuelle est à l'avenant. Il est par exemple anti-mariage pour tous, bien sûr. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que pour la plupart des électeurs avec qui j'ai pu parler, c'est pas un sujet vraiment déterminant pour leur vote. La dictature leur semble lointaine, les plus jeunes ne l'ont même pas connue, et puis surtout, beaucoup comptent sur le Sénat, sur le Congrès, sur les députés, pour agir comme des contre-pouvoirs au cas où Cast aurait des velléités un peu trop autoritaires. Ça semble être un pari risqué, mais en tout cas, c'est celui que font aujourd'hui les Chiliens en votant majoritairement pour l'extrême droite. Alter Radio. Ce dimanche au Chili, le premier tour de la présidentielle a propulsé au second tour la candidate de gauche Jeannette Jara et José Antonio Cast, figure de l'extrême droite, admirateur de Pinochet, dans un scrutin très marqué par la sécurité, l'immigration également. Le Chili, jusqu'alors l'un des pays les plus sûrs du continent, traversé par une profonde défiance institutionnelle, pourrait-il basculer à l'extrême droite pour la première fois depuis la fin de la dictature? Bonjour Pablo Barnier-Kawam. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques associé au CERI et au CREDA, spécialiste du Chili. Alors, au niveau des résultats, la candidate communiste a obtenu 27%, le rival d'extrême droite a obtenu moins, 24%, mais il faut faire le total des voix de droite. Oui, on s'attendait en fait que Jeannette Jara, qui représente une coalition très très large, qui va de la démocratie chrétienne de centre-droit jusqu'au Parti communiste, passe
au-dessus des 28%, voire et 30%. Et là, pour le second tour, la réserve des voix est très moindre, en fait, puisqu'on a 3 candidats d'extrême droite. José Antonio Cast, qui est passé au deuxième tour. Evelyne Matei, qui fait partie de la droite traditionnelle, mais qui a adopté un discours beaucoup plus dur. Et Johannes Kaiser, qu'on peut assimiler à Milei en Argentine. Donc, si on additionne le nombre de voix de l'extrême droite, on arrive à plus de 50%. Et ensuite, le candidat qui est arrivé troisième au premier tour, Franco Parisi, qui se déclare de centre, donc ni de gauche ni de droite, a fait 20%. Et il est quand même très probable que la majorité de ses électeurs se tournent vers José Antonio Cast, même si on peut avoir des surprises au vu des résultats de ce premier tour. Donc le premier tour ne donne que des résultats provisoires. Effectivement, on ne peut pas conclure. C'est quand même très étonnant, cette situation. Qu'est-ce qui, a priori, peut séduire chez ce candidat d'extrême droite, José Antonio Cast? Alors bon, il y a évidemment les querelles sémantiques habituelles, droite radicale, extrême droite. Qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de cet homme, Pablo Barnier-Caron? Alors, c'est la deuxième fois qu'il est au deuxième tour des élections présidentielles. C'était déjà le cas en 2021 face à Gabriel Boric, qui a été élu avec 55% des voix à l'époque. Il y a eu un changement de contexte très fort au Chili. Quand Gabriel Boric a été élu en 2021 et a commencé son gouvernement en 2022, il y avait vraiment un élan politique porté par le mouvement social de 2019, l'Assemblée constituante élue en 2021 et l'ambition de réformer l'État néolibéral légué par la dictature pour en faire un État social ou au moins offrir une protection sociale beaucoup plus avancée pour les Chiliens et les Chiliennes. Là, actuellement, le débat public est dominé par les questions de sécurité et de migration et en fait, l'extrême droite a réussi à créer cette association entre délinquance et migration alors que dans les faits, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Alors, donc ça, c'est effectivement le thème qui prédomine. On a l'impression d'un retour de balancier. C'est présenté par certains comme un retour de balancier en disant, bon, on se souvient des questions institutionnelles, notamment qui avaient été posées, qu'il fallait donc purger l'héritage de Pinochet. Est-ce que les choses sont allées trop loin, non pas dans le refus de la dictature, mais trop loin, par exemple, on évoquait le droit des peuples premiers qui avait été mis en avant, contrairement donc au Chilien moyen, puisqu'il doit bien exister un Chilien moyen. Qu'en est-il selon vous? Oui, alors en fait, il y a eu 2 processus constituants. Le premier qui a proposé une première proposition de constitution qui était très avancée sur le plan social et symbolique, avec une reconnaissance de droits de nombreuses minorités. Et effectivement, le débat public a été tourné vers des problématiques liées à un État plurinational, aussi aux droits des femmes et peu sur les questions sociales, alors que ce texte constituant proposait aussi une réforme sociale. Et la droite a pu capitaliser sur ces débats-là. La deuxième proposition qui a été faite était d'une certaine manière plus conservatrice que la constitution actuelle, qui héritait de la dictature. Donc on a eu vraiment ces deux extrêmes en termes de propositions de constitution et les deux ont été rejetés par la population chilienne. Donc un retour de balancier, je sais pas trop. Après aussi, ce qui est important de noter, c'est que la transition démocratique au Chili s'est déroulée d'une manière, on pourrait dire qu'elle a un bilan mitigé au vu du fait que Pinochet était sénateur à vie, il était encore général, chef des armées. Donc il y a jamais vraiment eu une transition démocratique comme elle aurait pu avoir lieu en Argentine, où il y a eu des condamnations pénales des dignitaires du régime. Donc on a des fantômes du passé qui reviennent, mais d'une certaine manière aussi on peut mettre la responsabilité sur une transition démocratique qui n'est peut-être pas allée assez loin pour offrir des garanties démocratiques au Chili. J'ai à chaque fois des interrogations naïves que je vous soumets, notamment au sujet du régime de Pinochet qui a été évidemment épouvantable. Comment peut-on être nostalgique de ce régime qui a été, j'ai presque envie de dire, une catastrophe à tous les points de vue. Par conséquent, il est compliqué de comprendre comment on regrette cette période. Oui, alors il y a 2 arguments. Le premier, qui a été continu depuis la transition démocratique, c'est l'Eldorado économique. L'oasis, comme disait Sébastien Piñera, avant qu'il y ait un mouvement social très fort en 2019 qui remette en cause la stabilité du Chili. Mais le Chili est membre de l'OCDE, c'est un peu ce jaguar latino-américain, et sa forte croissance économique dans les années 90-2000 est considérée comme un héritage de cette transformation économique proposée par la dictature, et donc la droite se revendique de cet héritage, et auprès de la population chilienne, c'est un argument qui marche. L'autre élément... J'ai presque envie de vous demander pourquoi, parce que au contraire, le régime de Pinochet, alors on sait qu'il a été aidé
hélas, par des économistes occidentaux et libéraux, notamment Milton Friedman, Frédéric Hayek. Mais le Chili n'allait pas si bien que cela économiquement. Oui, alors il y a eu une très forte crise économique dans les années 80, effectivement, et on peut en fait remettre en cause ce bilan économique de la dictature. On peut effectivement. Là, en fait, les deux résultats principaux qu'on a, c'est qu'on a vraiment une très grosse croissance économique qui a été possible par une néolibéralisation du système, mais par ailleurs un des pays les plus inégalitaires au monde. Donc, effectivement, on a un peu cette proposition de croissance économique et de petit entrepreneuriat aussi qui fonctionne comme argument politique auprès de la population. Et puis alors, l'autre aspect, le bilan en termes de droits de l'homme et droits humains a été plutôt négatif. Effectivement, très négatif, on peut le dire de cette manière-là. Mais il y a quand même un retour de l'argument de sous la dictature, on n'avait pas peur de sortir dans la rue le soir. Et ça, c'est un argument qui est nouveau. On a peur de sortir le soir. Alors, effectivement, ce qui est très étonnant au Chili, c'est que c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine et ça le reste. Il y a une augmentation de la délinquance ces dernières années qui n'est pas due à l'augmentation de la migration, même s'il y a une augmentation très très forte de la migration dans un pays où il y avait très peu de migrants. Et ce qui se produit en fait au Chili et qui est un cas assez unique dans le monde, c'est une dissonance très forte entre la perception de l'augmentation de l'insécurité et les faits réels. On a 90% de la population qui a une perception très importante de l'augmentation de l'insécurité. Et oui, parce que donc là, les migrations, elles sont principalement vénézuéliennes. C'est ça, oui. Et c'est dû à l'exode massif qu'on a eu avec la crise politique du régime de Maduro. Mais alors, on imagine que ces Vénézuéliens arrivent complètement désargentés au Chili. Oui, et aussi on voit que c'est un problème institutionnel puisque l'État chilien n'est pas en mesure d'intégrer cette population-là du fait de services publics en très mauvais état qui sont dus notamment aux réformes néolibérales et un manque d'investissement dans la santé, dans l'éducation et dans les services sociaux de l'État. Mais la candidate communiste ne dénie pas ces thèmes, puisque elle aussi, Janeth Jara, a fait une campagne très dure sur l'immigration et sur le besoin de sécurité. Effectivement, elle a été obligée de se positionner sur ces thèmes-là qui ont dominé le débat public. Elle a aussi revendiqué l'héritage du gouvernement de Gabriel Boric dans lequel elle était ministre du Travail. Et cet héritage, on voit que dans le gouvernement de Gabriel Boric, il y a eu un héritage très fort sur les questions de sécurité avec des mesures comme la création d'un ministère de la sécurité publique qui était une proposition du gouvernement de droite précédent de Sebastián Piñera. Il y a eu des investissements très importants dans la sécurité, un renouvellement de l'état d'exception constitutionnelle dans le sud du pays où il y a de nombreux conflits avec le peuple autochtone mapuche. Donc on voit que le gouvernement Gabriel Boric a aussi été obligé de donner de gages importants à la droite sur les questions de sécurité. Et finalement, il y a eu une continuité de ces mesures-là qui sont reprises par Janeth Jara dans le débat. Bon, et là aussi, est-ce que l'on peut imaginer qu'il y ait donc une victoire de la gauche? Est-ce que Janeth Jara est la bonne candidate ou n'est-elle pas justement trop radicale par rapport à ce qui s'est passé précédemment et qui a été jugé, mais là c'est à vous de me le dire, comme étant trop radical? Alors c'était effectivement un thème de la campagne avec de nombreux débats sur le fait si elle devait laisser quitter le Parti communiste. Alors là, elle a déclaré qu'elle aurait été prête à le faire mais qu'elle pouvait pas le faire à cause d'une loi. Là où elle est... alors tout d'abord, dans le Parti communiste, c'est pas la plus radicale, donc elle fait partie des modérés. Et de l'autre côté, on pourrait dire que c'est une bonne candidate pour représenter le gouvernement de Gabriel Boric, puisqu'elle a à son actif, en fait, les principales réformes sociales, 40 heures de travail, une réforme avec de nombreuses concessions à la droite, mais quand même une réforme du système de retraite par capitalisation individuelle, une loi sur le harcèlement au travail et une augmentation du salaire minimum. Donc elle portait en quelque sorte les avancées les plus importantes de ce gouvernement de Gabriel Boric. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on a l'impression que le Chili ne parvient pas non seulement donc à sortir de la période Pinochet, mais aussi cette fin tragique de Salvador Allende, le coup d'État, donc largement favorisé par les États-Unis, mais disent aussi certains, qui a été rendu possible par une politique économique qui, elle non plus, n'était pas satisfaisante. Vous qui êtes spécialiste du Chili, qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement, Pablo Barnacahua? Alors ça, c'était un argument porté par de nombreux candidats d'extrême droite, et de dire que finalement, il y avait une responsabilité du gouvernement d'Allende dans la réalisation du coup d'État, et en fait, on ne peut pas imputer à une mauvaise situation économique la violation de droits humains comme peuvent le porter... Non, bien sûr, c'est parce que... Mais c'est l'argument qui a été porté indéniablement, mais sur le fait que si Allende avait eu une politique économique plus réussie, il aurait bénéficié d'un soutien populaire plus important.
Alors il y avait un soutien populaire très important en fait au gouvernement d'Allende jusqu'à ces derniers jours. Donc c'était surtout en fait sur l'argument politique de la transformation du Chili en régime communiste que il y a eu le coup d'État soutenu par les États-Unis. Et on voit aujourd'hui qu'il y a de nombreux candidats d'extrême droite qui reviennent sur cet argument avec la possibilité d'un retour du communisme au pouvoir. Vous êtes aussi spécialiste de la Bolivie, Pablo Barnier-Kawam. On a l'impression que la situation politique en Amérique latine est préoccupante. Oui, effectivement. Alors après, les gauches boliviennes et chiliennes sont quand même assez dissociées, ont des positions aussi internationales très différentes, donc elles sont pas exactement alignées, mais effectivement, on a un virage à droite en Amérique latine qui est assez préoccupant puisqu'on n'est plus face à une droite institutionnelle, mais on est face à une droite qui est prête à changer de fond en comble les États-nations latino-américains et à proposer des réformes qui peuvent aller à l'encontre des droits humains. Merci beaucoup, Pablo Barnier-Kawam. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques associé aux séries et au CREDA. Alter Radio. Arrivée en tête du premier tour qui s'est déroulé le 16 novembre dernier, la candidate de la coalition de gauche, Janeth Jara, a recueilli 26,85% des voix. Or, le second tour s'annonce compliqué pour elle car sa réserve de voix est bien plus faible que celle de son adversaire. Et cet adversaire qui la talonne, c'est José Antonio Cast, le candidat d'extrême droite, qui a recueilli 23,92% des voix, mais qui, en effet, est de très loin le mieux placé pour remporter cette élection. Enfin, en tout cas, les spécialistes de la région, comme le journaliste à l'UMA Luis Regada, ont pas trop de doute là-dessus. Ah oui, donc c'est plié. C'est dur ce que tu nous dis, c'est très Louis. dur. Il faudrait vraiment un miracle pour que la gauche l'emporte. La gauche n'a en effet quasiment aucune réserve de voix. En troisième place avec 20%, on a un candidat populiste et xénophobe qui a eu du succès dans le nord minier du pays. Ensuite, on a un libertarien à 14% et la droite traditionnelle à 12,5%. Les élections parlementaires qui se sont aussi tenues le 16 novembre confirment très largement cette tendance. Sur les 155 sièges de la Chambre des députés, le secteur aligné autour de Cast en obtient 76, contre 64 réunis par la gauche et le centre-gauche. Au Sénat, le bloc atteint la moitié des sièges. Si l'on ajoute les 14 sièges obtenus par le Parti du Peuple, tout indique que la droite au gouvernement pourra constituer une majorité parlementaire capable d'atteindre les 4/7 nécessaires pour promouvoir des réformes constitutionnelles. Et ça, c'est très inquiétant parce que Cast est non seulement d'extrême droite, mais il est aussi pinochetiste, en référence à l'ancien dictateur militaire Augusto Pinochet. Il est issu d'une famille allemande qui a immigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Bizarre. Son père était d'ailleurs membre du parti nazi allemand et Cast n'a jamais vraiment critiqué cet héritage. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce qu'en 2022, l'élection du candidat de la gauche Gabriel Boric avait porté beaucoup d'espoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour répondre à cette question, revenons d'abord un peu sur le Chili, pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, tristes et beaux comme le cuivre au désert d'Atacama. Le Chili est un pays d'Amérique du Sud qui occupe une longue bande de terre entourée par le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. Avec près de 20 millions d'habitants sur plus de 750 000 km², le Chili concentre sa population dans le centre du pays, notamment dans la région métropolitaine de la capitale Santiago, qui regroupe plus de 35% de la population. Le nord est désertique et la terre de feu au sud est très peu peuplée. De l'extérieur, le pays semble être une des économies les plus solides de l'Amérique latine. Membre de l'OCDE, le Chili dispose d'un PIB par habitant supérieur à celui de ses voisins. Et selon Transparency International, c'est un des pays les moins corrompus de son continent. Mais voilà, cette économie dynamique masque le fait que le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est même le pays à haut niveau de revenus avec le plus d'inégalités de la planète. Et pour comprendre pourquoi c'est comme ça, il faut faire un peu d'histoire. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le Chili, c'est un pays qu'on connaît finalement assez mal et dont l'histoire est assez trouble. Pardon, mauvaise chaîne YouTube. Le 11 septembre 1973, le président chilien de gauche démocratiquement élu, Salvador Allende, est renversé par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Nicolas Huguet l'avait évoqué en parlant de l'excellent documentaire La bataille du Chili dans son non moins excellent format Doc Doc Doc. À 14h15, le président Allende meurt à la Moneda. Parce que la réorganisation populaire et participative de cette société n'était pas loin d'aboutir et d'être absolument exemplaire. C'était une autre manière de faire vivre une démocratie comme on le constate dans la toute dernière partie du documentaire.
une occasion terriblement manquée. Le régime de Pinochet, qui a été une violente dictature militaire, a aussi eu pour particularité d'avoir été un des laboratoires du néolibéralisme, à une époque où les économistes qui défendent cette vision, les Chicago Boys et leur leader Milton Friedman, étaient encore perçus comme des radicaux. Ces économistes, ils vont se placer au cœur du pouvoir chilien pendant la dictature et mettre en place un violent plan de libéralisation de l'économie. Comme le racontait Romaric Godin dans Mediapart en 2023, les prix sont libéralisés, tout comme les taux d'intérêt, les tarifs douaniers abaissés à 10%, les dépenses publiques coupées de 15% et les impôts réduits. On privatise à tour de bras. De 571 entreprises publiques en 1975, on passe à 24 en 1983. En conséquence, le chômage s'envole à 22% en 1975, soit 4 fois plus qu'en 1973. Certes, l'inflation recule, mais très modérément. Elle reste en 1978 autour de 40% par an. Milton Friedman avait promis que les effets négatifs du choc seraient rapidement effacés. Il n'en est rien, mais Pinochet soutient l'expérience coûte que coûte. Il faut ajouter à ça, à cette politique économique, que la constitution actuelle du Chili a été adoptée sous Pinochet. Alors, certes, elle a été pas mal amendée depuis, mais comme l'écrit la spécialiste en droit constitutionnel comparé avec l'Amérique latine Carolina Cerda Guzman dans La vie des idées, en protégeant mieux les droits économiques des personnes privées que les droits sociaux, en consacrant un droit de propriété sur l'eau, en complexifiant la procédure des lois par lesquelles l'État pouvait intervenir dans l'économie, la constitution chilienne formait un bouclier redoutable autour du modèle économique néolibéral. Pourtant, il y a eu une fenêtre pour remettre en cause ce cadre idéologique. En octobre 2019, un immense mouvement social éclate dans le pays, au départ contre l'augmentation du ticket de métro à Santiago. Les étudiants et la jeunesse sont d'abord descendus dans la rue pour demander le retrait de cette augmentation et faire pression sur le gouvernement. Mais rapidement, les revendications de la population se sont transformées en lutte contre la vie chère, contre la corruption et contre les inégalités dans le pays. Tous les jours, depuis un mois, la Plaza Italia est prise d'assaut par des centaines de milliers de manifestants qui s'en prennent au fondement même de leur société. C'est porté par ce mouvement social que le président Boric va être élu en 2021 face déjà à Antonio Cast. À l'époque, c'est le président de néolibéral Piñera qui est aux commandes et donc il est sauvé entre guillemets par le Covid qui marque un cran d'arrêt à tout ça. Mais ensuite, on a la campagne présidentielle et Boric qui est élu parce qu'en toile de fond, donc il y a cette révolte populaire. Donc tout le monde a dans la tête des sujets comme le logement, l'éducation, la santé. On est vraiment dans une demande progressiste. Et là, toujours porté par le mouvement social, il lance une constituante pour réformer la Constitution. Et de cette constituante va naître le texte le plus progressiste que le monde ait jamais porté. Mais le texte va ensuite être rejeté par référendum à plus de 60% des voix en septembre 2022. Ensuite, une constitution plus conservatrice sera proposée et elle aussi refusée par référendum. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce premier échec va marquer un tournant dans la politique de Boric. Comme l'explique Luis Regada. Lui prend acte de ce refus, de cette énorme claque. Il dit les gens ne veulent pas suivre cette voie, donc il a recentré son programme et son gouvernement en donnant plus de place aux centristes dans son gouvernement. Donc, à partir de là, il a mené une politique de centre-gauche très molle. Une politique de gauche très molle. Quoi de plus efficace pour lutter contre l'extrême droite ? À peu près tout. L'homéopathie, ça marche mieux, je pense. J'y crois pas. Mais vous continuez. Mais je continue à prendre des granules le matin. Je dis, si ça peut m'éviter d'avoir la... Là où les thèmes sociaux ont porté la campagne de Gabriel Boric, l'ambiance est bien différente cette année, en 2025, avec 2 thèmes qui centralisent le débat au Chili, l'insécurité et l'immigration. Des thèmes aussi portés par la candidate de la coalition de gauche Janette Jara pendant sa campagne, mais aussi quand elle était au gouvernement, comme l'explique le politiste Pablo Barnier au micro de Guillaume Erner. Elle aussi, Janette Jara, a fait une campagne très dure sur l'immigration et sur le besoin de sécurité. Elle a aussi revendiqué l'héritage du gouvernement de Gabriel Boric dans lequel elle était ministre du Travail. On voit que dans le gouvernement de Gabriel Boric, il y a eu un héritage très fort sur les questions de sécurité, avec des mesures comme la création d'un ministère de la sécurité publique qui était une proposition du gouvernement de droite précédent de Sebastián Piñera. Il y a eu des investissements très importants dans la sécurité, un renouvellement de l'état d'exception constitutionnel dans le sud du pays où il y a de nombreux conflits avec le peuple autochtone mapuche. Donc on voit que le gouvernement Gabriel Boric a aussi été obligé de donner de gages importants à la droite sur les questions de sécurité. Et finalement, il y a eu une continuité de ces mesures-là qui sont reprises par Janette Jara dans le débat.
En tant que ministre du Travail de Boric, Janeth Jarrah a piloté la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine, l'augmentation du salaire minimum et une réforme des retraites un peu plus avantageuse pour les salariés. Mais oui, le débat s'est quand même centralisé autour de thèmes très droitiers. Le discours sur l'immigration au Chili s'est construit notamment sur la présence de plus en plus importante d'immigrés vénézuéliens. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent. Cette combinaison entre une grave crise économique et le durcissement du régime ont provoqué une immense vague d'émigration. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté le Venezuela en quête de protection et d'une vie meilleure. La majorité, plus de 6,5 millions de personnes, ont été accueillis dans des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Comme l'écrit Angeline Montoya dans un article du Monde daté du 16 novembre dernier, les étrangers représentent 8,8% de la population du Chili, soit 1,6 million de personnes selon les chiffres de 2024, le double d'il y a 7 ans, avec l'arrivée en masse de Vénézuéliens. Fuyant la crise politique et économique dans leur pays, ils ont alors été encouragés à s'installer au Chili par le président de droite Sebastián Piñera, 2018-2022, qui y voyait un moyen de dénoncer le régime de Nicolás Maduro. Les Vénézuéliens représentent désormais 42,6% des étrangers au Chili. L'extrême droite a très rapidement agité cette immigration comme une menace pour la sécurité du pays en capitalisant sur des faits divers, comme par exemple la mort en 2022 d'un camionneur tué par des étrangers en situation irrégulière. Milenka perdió a su hijo en las condiciones más terribles que alguien pudiera imaginar. Fue asesinado por un grupo de inmigrantes ilegales que violaron nuestra frontera, que violaron nuestras leyes. Ese grito interior de Milenka es el grito de miles y millones de chilenos. Chilenos que lo que buscan es seguridad. Es terminar con el miedo y que se cumpla y se aplique la ley. Et tout ça se passe alors que le Chili reste un des pays les plus sûrs de la région et que la violence qui s'y déroule est surtout à imputer à des règlements de compte liés au cartel. Comme le relève Le Monde, s'il est vrai que le taux d'homicide est passé de 4,5 pour 100 000 habitants en 2018 à 6,7 en 2022, ce chiffre est descendu à 6 en 2024. Le gouvernement a annoncé pour le premier semestre de 2025 un taux de 2,5 homicides pour 100 000 habitants. Le Chili reste un des pays les plus sûrs de la région. C'est une dissonance très forte entre la perception de l'augmentation de l'insécurité et les faits réels. On a 90% de la population qui a une perception très importante de l'augmentation de l'insécurité. On a donc une droitisation du débat public d'un côté et un bilan décevant du gouvernement de gauche de l'autre, mais ce ne sont pas les seules explications aux difficultés que rencontre Janeth Jarrah pendant sa campagne. Certes, elle est candidate d'une très large coalition qui va des démocrates chrétiens à la gauche radicale, mais elle est membre du Parti communiste chilien. Et ça a pas mal été utilisé contre elle. La droite pinochetiste de Kast n'a pas abandonné l'anticommunisme de la dictature militaire et met clairement en avant cet axe dans sa campagne. Comme on peut le lire dans un reportage de Louise André Williams dans Mediapart, pour Mireia Davila, politiste à l'Université du Chili, les résultats de dimanche démontrent que Jarrah n'a pas réussi à surmonter un anticommunisme très enraciné dans la société chilienne, non seulement à droite, mais aussi dans une partie du centre-gauche. Et c'est à tel point ancré que Janeth Jarrah en est venue à déclarer qu'elle rendrait sa carte au Parti communiste chilien si elle accédait à la présidence. Cet anticommunisme dans un pays qui a connu une dictature militaire qui a réprimé le mouvement communiste peut paraître assez étonnant. Mais en fait, il y a plusieurs explications. Déjà, il est lié à la façon dont s'est faite la transition démocratique. Pendant la dictature de Pinochet, des centaines de militantes et militants du Parti communiste chilien ont été assassinés ou ont disparu. Dans les années 1980, une branche du parti a opté pour la violence armée, provoquant une rupture avec une autre partie de la gauche et le centre-gauche qui ont lutté contre le régime par la voie pacifique. Celle-ci s'est révélée payante, le dictateur ayant quitté le pouvoir après la victoire du non au plébiscite de 1988. Cette transition, pacifique, mais qui a maintenu Pinochet à des postes à responsabilité, il a aussi été sénateur à vie, n'a pas permis d'aller au bout du travail de réparation des crimes de la dictature et du travail de mémoire autour de cette période. Entre septembre 1973 et septembre 1974, ce sont 2000 personnes qui furent torturées ici. 96 y furent assassinés, dont 2 femmes enceintes. La droite au sens large au Chili n'a pas rejeté le régime de Pinochet et continue de louer un prétendu miracle économique durant sa présidence. Le Chili est membre de l'OCDE, c'est un peu ce jaguar latino-américain, et sa forte croissance économique dans les années 90-2000 est considérée comme un héritage de cette transformation économique proposée par la dictature, et donc la droite se revendique de cet héritage, et auprès de la population chilienne, c'est un argument qui marche. Face à cela, la gauche de gouvernement ne peut opposer qu'un bilan décevant et une reprise du discours de la droite et de l'extrême droite. Comme l'écrivent la militante féministe chilienne Karina Noales et le journaliste et militant libertaire Pablo Abofum Silva,
La candidate n'a pas non plus cherché à se différencier du consensus néolibéral persistant adopté par toutes les forces institutionnelles depuis la défaite constitutionnelle d'octobre 2022, en commençant par le gouvernement Boric lui-même. C'est l'une des expressions les plus claires de l'avancée de l'extrême droite. Elle ne fait pas que convaincre l'électorat, elle parvient aussi à imposer transversalement son agenda. Un positionnement politique de la gauche qui, dans un contexte régional et mondial de la montée de l'extrême droite, ne peut rien présager de bon. Alter Radio.